bonjour Yves-Marie Adeline, merci d'être avec nous ce matin. Mais bonjour. Je souriais à homme politique. Ça fait quand même depuis 2008 que j'ai quitté la politique. Oui, bah alors, c'est vrai que... Vous l'avez quitté dans les structures, mais vous êtes toujours politique, Yves-Marie. D'accord. Puis c'est vrai qu'il fait bon d'avoir quitté la politique ces derniers temps. Les hommes politiques n'ont pas très bonne réputation. Donc merci d'être avec nous, quoi que vous soyez, Yves-Marie Adeline, et surtout donc pour le moment pour ce travail que vous avez produit donc sur l'affaire Nahel, vous en avez une lecture un peu plus originale que ce qu'on entend par ailleurs. En tout cas, vous allez chercher au fond et vous tentez de la réinscrire dans un contexte qui traite du trafic de drogue. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout cela ? J'ai pas l'impression d'être très original en disant ça. Ce qui est original, c'est qu'il n'y ait pas eu d'enquête, puisque j'ai publié un article sur Politique Magazine. Excellent journal, excellent site. Excellent rédacteur. Parce que, comme vous le savez, le policier est accusé de meurtre. Alors, s'il est vrai que la magistrature est sinistrée en France, il resterait normalement une police. Cette police soit a fait son travail et nous ne le savons pas, soit n'a pas fait son travail. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Reprenons les choses un peu à la commissaire Maigret ou à Hercule Poirot. C'est tellement simple, en fait, les signes. On voit un gamin qui est un Algérien à trait d'union, c'est-à-dire franco-algérien, maintenant, c'est pas très difficile, fils de délinquant, qui a 17 ans et qui est pris à bord d'une voiture, donc il n'a pas le droit de conduire normalement. Je répète des choses qui n'ont pas été dites, c'est pour ça que ça me paraît extraordinaire. Il n'a pas le droit de conduire et il est à bord d'une merveilleuse Mercedes coupée qui fait envie aux grandes personnes que nous sommes, mais qui vaut entre 70 et 90 000 euros. Alors, il ne l'a pas achetée, elle est louée en Pologne. En Pologne, donc pourquoi en Pologne ? Et évidemment, il ne veut pas se faire arrêter par un policier, d'abord parce qu'il n'a pas son permis, mais pour quelle autre raison ? Donc il fait il paraît qu'il avait déjà été pris à ça, à faire un refus d'obtempérer. Bon, la voiture, en principe, pour ce que nous en savons, était vide. Mais il est évident qu'on est dans le principe du go fast. Lui-même ne pouvait pas, à 17 ans quand même, faire un go-fast, qu'on appelle un go-fast. Je suis désolé de dire ça sur la radio de la francophonie. On peut peut-être rappeler en revanche aux auditeurs ce qu'est un go-fast, parce que c'est devenu un nom... parce que c'est une expression anglaise. Ça veut dire que vous acheminez de la marchandise illicite, donc ça peut être de la drogue, ça peut être des armes, etc., à toute vitesse sur les autoroutes françaises, qui sont excellentes. Et là, vous allez dans un autre pays, donc en fonçant, peu importe que vous passiez tous les radars, de toute façon, la voiture étant immatriculée en Pologne, l'amende n'arrivera jamais à personne. Bon, elle arrivera au loueur polonais qui, évidemment, fera des confettis. Donc, on appelle ça, malheureusement, c'est en anglais, un go-fast. On peut dire un acheminement de drogue rapide. Absolument, un acheminement rapide. On peut même faire un acronyme, parce que c'est un peu long. Acheminement de drogue rapide, ça fait un ADR. Voilà. Mais je propose surtout qu'on laisse en fait tout ce qui désigne turpitudes diverses, le fait que ce soit écrit en anglais et dit en anglais, ça me paraît très bien, c'est la langue du péché, donc voilà, n'hésitons pas. Alors, il n'y avait pas de drogue dans la voiture en principe, mais il est évident que c'est une affaire de drogue en réalité. Toute l'affaire de Nahel Merkoub, c'est une affaire qui a trait, évidemment, au trafic de drogue. Oui, je donne son nom parce que c'était Nahel. C'est gentil, Nahel. Hein, c'est les prénoms que l'on donne dans les écoles maternelles. Mais il ne s'agit absolument pas de ça. Alors, ne pas confondre avec le prénom Nahel, qui est un prénom breton aussi. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr que le paravent, c'est la guerre de civilisation, on est d'accord. Il y a toutes les émeutes auxquelles nous avons assisté. Ce sont tous ces étrangers qui vivent en France, avec ou sans trait d'union, et qui n'acceptent pas la France, et donc voilà, qui saisissent le moindre prétexte. Ça peut être un match de foot, hein, comme on l'a vu récemment, et ça pouvait être aussi cette affaire-là. Mais en réalité, il y a derrière cela une réalité qui est donc le trafic de drogue. Or, il se trouve que jusqu'à cette affaire de Nahel Merkoub,
la police et les douanes avaient fait progresser les saisies de douane et avaient diminué les points de vente en France. Donc c'était plutôt une grande réussite. Le problème, je le répète, il arrive ensuite au niveau de la magistrature, qui elle est complètement vermoulue, comme nous le savons, pour différentes raisons. On en a parlé hier d'ailleurs sur cette antenne avec le professeur Coronel de Boissezon, qui expliquait comment l'enseignement du droit lui-même avait été infiltré par, on va dire, les droits de l'homme qui font que, en réalité, le droit a disparu. Et ce qui explique que ces gens-là sont ensuite relâchés dans la nature. Donc, mais les trafiquants de drogue avaient été sévèrement combattus par la police et les douanes. Et donc, le nombre de points de vente avait considérablement diminué. Or, et je conclurai par ça, nous savons très bien que les zones de non-droit, c'est-à-dire que les territoires perdus de la République, sont évidemment les lieux idéaux pour y entreposer de la drogue, des armes. Alors, on ne sait pas encore le trafic d'enfants, on ne sait pas où en est la France de ce point de vue-là. Il y a des pays sur lesquels c'est très très clair, l'Ukraine, etc. Mais là, on ne sait pas trop. Ah, on sait, pardonnez-moi Yves-Marie, il y a des articles paraissent depuis quelques mois sur l'aide sociale à l'enfance, c'est vrai, le naufrage absolu de cette institution, où au contraire, on voit qu'il y a une prostitution juvénile qui se développe avec des trafiquants de drogue dans les cités et dans ces quartiers perdus de la République, qui privilégient des petits réseaux de 5 à 6 personnes, y compris les jeunes filles ou les jeunes garçons pré-nubiles ou nubiles, entre 12 et 15 ans, qui font partie donc de minuscules réseaux qui sont à côté du trafic de drogue lui-même. Et pourquoi d'ailleurs ces trafiquants issus des quartiers, pour ne pas dire issus d'ailleurs, privilégient cette prostitution? C'est parce que la réponse pénale leur paraît moins dangereuse que la réponse pénale pour le trafic de drogue. Donc quand on voit où on en est du trafic de drogue, qu'ils aient l'impression que la prostitution enfantine soit quelque chose de moins dangereux, ça donne une espèce d'image d'une part de l'aide sociale à l'enfance et d'autre part de la justice absolument terrifiante. Mais les criminels se font peut-être des illusions, parce que je crois qu'il est extrêmement difficile de lutter contre cette criminalité-là. On l'a vu en Angleterre, bien sûr, mais on le voit aussi en France. D'ailleurs, c'est très dangereux de s'occuper de ces affaires, parce que là, pour le coup, il y a des milieux très puissants en France qui ont tout intérêt à ce trafic d'enfants et cette pédophilie, etc. Si c'est difficile, c'est pas sur le plan technique, en fait. C'est pas du tout sur le plan technique. La preuve, là, pour cette affaire de la drogue, les points de vente avaient beaucoup diminué. Alors, nous savons que les territoires perdus de la République servent en fait de repères pour les bandits. Et à partir du moment où les services qui, eux, font leur travail, la police et les douanes, commencent à nuire un peu au commerce de la drogue, c'est là que les trafiquants, profitant évidemment du conflit de civilisation, embrasent les banlieues, puis ça peut durer très longtemps, ça peut durer des semaines, ça peut durer des jours entiers, comme on a vu avec l'affaire de ce jeune délinquant qui avait été tué par un policier. Donc je m'étonne énormément que absolument personne, mais du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le fait qu'il ait 17 ans au volant d'une voiture à 80 000 euros, ça n'a même pas été évoqué. Ce sont des choses incroyables, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu rappeler dans cet article, à l'occasion de ce procès qui, naturellement, se terminera par la condamnation, puisqu'il est jugé d'avance, par la condamnation de ce policier pour meurtre, qui a commis un meurtre en tirant sur ce délinquant. Pourquoi vous êtes si persuadé de l'issue de ce procès, Yves-Marie Adeline ? Écoutez, on voit bien... vous savez, il y avait une formule dans mon enfance, j'ai confiance en la justice de mon pays. Évidemment, c'est une plaisanterie maintenant. Non, mais il y a quelque chose de très politique. On voit très bien d'ailleurs comment le corps lui-même de la magistrature est manipulé à des fins politiques. On a vu le coup d'État contre Fillon, etc., etc. On en parle, l'affaire Marine Le Pen, enfin, ça montre bien où en est la magistrature française. On voit aussi dans la manière dont la justice attribue cette qualification de meurtre ou au contraire d'homicide par imprudence, il y a des policiers qui ont été renversés par des voitures lors de refus d'obtempérer, tués. Et l'auteur des faits n'est pas inculpé de meurtre. En fait, on se retrouve avec des policiers morts
en face quelqu'un qui est un criminel, généralement multirécidiviste, dont on nous explique, pour ce qui est de ses voisins, que c'était un homme charmant et qui tenait la porte, et pour ce qui est de la police, en fait, il en était à la 10, 20e, 30e, 50e ou 60e infraction constatée. Et le juge considère que le fait que ce refus d'obtempérer ait abouti à la mort d'un policier n'est absolument pas constitutif d'un meurtre. Mais il n'y a plus aucune connexion. On vous fonce dessus en bagnole, et ben c'est pas du tout un meurtre, c'est un accident. C'est un homicide par imprudence. Voilà, oui, c'est vraiment un coup de pas de chance. C'est la voiture. La voiture est devenue folle, il a perdu le contrôle, un peu comme le couteau. Et puis il était dépressif. Vraisemblablement, oui, c'est ça. Mais sinon personne n'aurait commis un acte pareil sans être déséquilibré. Il n'y a plus de connexion depuis des années maintenant. Il n'y a plus de connexion entre la police et la justice. Donc effectivement, la police peut faire ce qu'elle veut. De toute façon, ça n'aboutira à rien. Et est-ce que vous avez le sentiment que la police est désespérée, revancharde, pris pour que Bruno Retailleau accède au pouvoir suprême et installe une véritable police, ou que Bruno Retailleau sera à peu près aussi efficace que Gérald Darmanin, enfin... Ben, comment dirais-je, les peuples ont la mémoire courte. On a bien vu que tout le monde s'est fait avoir par Sarkozy, qui avait été d'abord ministre de l'Intérieur, le Karcher, tous ces trucs-là, et ça n'a rien produit de décisif. Donc, bien entendu que Retailleau, ce sera pareil. Mais les gens l'oublient, donc pourquoi pas? Ils peuvent se faire berner par Retailleau comme ils se sont fait berner par Sarkozy. C'est pas du tout impossible. Au-delà d'être berné, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut ressentir aussi une forme de résignation? Enfin, il y a beaucoup de policiers qui côtoient le terrain, qui expliquent oui, mais en fait, c'est comme ça. Donc maintenant, on va continuer à arrêter des types, on va continuer à les mettre en garde à vue, et on va continuer tout en sachant que 24 heures après, même pas, ils se retrouveront à nouveau dans la rue. Parce que non, c'est même pas sûr. Il y a beaucoup de plaintes. C'est extrêmement compliqué de déposer une plainte dans un commissariat. On vous fait attendre 5-6 heures. Non, je pense qu'il y a une sorte de démission. Alors pour les choses, en revanche, pour une clientèle, si je puis dire, plus docile, comme les automobilistes, des gens comme ça, ou les honnêtes gens, en fait. Alors eux, effectivement, ils subissent les rigueurs de la police, mais les criminels de moins en moins. Faut le reconnaître. Alors bon, on va pas complètement généraliser, ce serait extrémiste de ma part que de dire ça. Mais enfin là, on voit ce procès de ce policier pour meurtre, là, ça en dit quand même long sur l'état de notre société, quoi. Ça en dit long aussi sur la manière dont l'État, peu à peu, considère, de même que les agents de la RATP vont privilégier ceux dont ils sentent qu'ils peuvent payer, et donc laisser un délinquant qui leur paraît insolvable ne pas être facturé. On voit que l'État est en train, peu à peu, de criminaliser la vie courante. Voilà, on a interdiction de fumer sur les plages, et ça me renvoie, moi, au Covid, où la gendarmerie, qui a un taux d'élucidation absolument merdique des dommages aux biens, il n'y a même pas une voiture sur 10 quand elle est volée qui est retrouvée, il n'y a pas un cambriolage sur 10 qui est élucidé. Là, en revanche, brusquement, avait couvert le territoire de gendarmes absolument ravis de dresser des conversations à tous les vieux qui étaient en train de se promener parce qu'ils étaient allés à 350 mètres de leur domicile. Et là, on voit bien en fait que l'idée, c'est de viser les honnêtes gens en permanence. Oui. Bah, il faut quand même faire quelque chose, donc autant s'en prendre à ceux qui sont inoffensifs. Voilà, ceux qui ne sont pas armés parce qu'on leur a fait donner leurs armes et qu'ils l'ont fait. Ceux qui sont solvables notamment, parce que voilà, ils ont un métier et qu'en plus, ayant payé leurs impôts, ils peuvent payer ceux qui vont les verbaliser. Mais il y a cette économie parallèle. En fait, il y a ce territoire perdu de la République, mais on a l'impression qu'il y a plusieurs Frances qui se superposent. Le pays réel, le pays légal, le pays virtuel qui est celui dans lequel erre Macron, et un quatrième pays qui est une espèce de pays réel bis où on est en dehors des lois de la République, en dehors des radars. Il y a des départements où il y a moins de radars que d'autres, le 93 par exemple. Voilà. Et donc, du coup, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de problèmes d'infraction au code de la route. Oui. Mais c'est sans doute parce qu'ils sont extrêmement vertueux. Oui, les Naël Mercoub sont de très bons conducteurs et qui respectent les limitations de vitesse, probablement, c'est l'explication. Est-ce que cette France fractionnée, c'est l'avenir du pays ou... Oui, c'est un avenir très sombre auquel les générations, au moins celles à venir, devront faire face. C'est sûr que maintenant, il y a un point de non-retour vers des conflits très graves, oui, probablement.
il est trop tard pour se dire on va arranger ça vite fait. Non, on arrangera ça peut-être, je l'espère, ardemment, mais pas vite fait. Et surtout, ça se passera dans la douleur. Très certainement. Je ne vois pas comment... D'autant que le flot continue. Enfin, je veux dire, la France, de plus en plus, devient le carrefour de tous les conflits. Enfin, on le voit bien d'ailleurs dans ce qui devrait être pour nous, la France, ce qui devrait ne relever que de la politique étrangère, devient un enjeu de politique intérieure. On voit quand même des députés qui sont élus en principe par des Français et dont l'essentiel de l'activité parlementaire est orienté vers l'étranger. Alors ça peut être aussi vrai, bien entendu, en ce moment on en parle beaucoup de Madame Hassan, qui est une Palestinienne, alors là encore à trait d'union, et qui, elle, a été élue pour la cause palestinienne. Elle ne s'occupe absolument pas du problème des Français. Mais c'était vrai aussi de Meir Habib, qui n'était élu que pour les intérêts de sa communauté et de l'État d'Israël. Donc on voit bien que ces questions-là qui devraient relever de la politique étrangère sont aujourd'hui la politique intérieure. Donc il y a une sorte de dislocation du corps social et du corps politique en France, et qui est très très préoccupante, bien sûr.